Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, bonjour à tous et bienvenue. Eh bien, pour ce début de saison, nous vous proposons de découvrir le pacte Bourgogne-Franche-Comté avec nos invités, Madame Élise Kabanchenko, directrice à la direction de la formation des demandeurs d'emploi au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, et Madame Séverine Mercier, directrice régionale adjointe au chef du pôle économie, pôle emploi, compétences et solidarité, responsable de la mission transversalité, appui et pilotage à la DRET Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps fort. On est ravis de vous accueillir. Du coup, on va en profiter pour faire quelques petits rappels qui sont les mêmes sur la saison 3 que sur les saisons précédentes. Donc, juste pour l'organisation du webinaire, vous êtes déjà beaucoup à participer dans le chat pour nous dire bonjour. Donc, vous avez accès au chat pour vous exprimer, pour poser des questions. Nos invités vont les reprendre. On prendra 2 temps d'échange durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à participer. Je rappelle que le webinaire est enregistré, que vous pourrez retrouver le replay sur le site de Amphore Bourgogne-Franche-Comté. Et puis qu'on vous enverra d'ici quelques jours une infographie de synthèse sur votre adresse mail, votre adresse mail d'inscription. Merci Alexia. Eh bien, bonjour à nos invités. Et puis donc, eh bien, je vais commencer par Madame Séverine Mercier. Alors, et donc, lui demander quelles sont les grandes ambitions du pacte de formation en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, bonjour à tous. C'est clair que la formation est vraiment un sujet en fait important dans l'accès et le retour à l'emploi et la compétitivité de notre région. Donc, les services de l'État et la collectivité régionale investissent des moyens inédits sur la période 2024-2027 avec un peu plus d'un demi-milliard en fait d'euros d'investissement sur la formation. Alors, quelles sont les grandes ambitions en fait du pacte formation? Aujourd'hui, en fait, le pacte régional d'investissement dans les compétences s'inscrit pleinement dans le cadre du déploiement de la loi pour le plein emploi, qui vise à favoriser l'accès et le retour à l'emploi des publics qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Alors, pour accéder à un emploi, l'État et la collectivité investissent sur la formation pour concourir à plusieurs objectifs. Donc, le premier, c'est effectivement développer les compétences des publics les moins qualifiés, qui sont aujourd'hui et qui représentent une grande partie des publics en recherche d'emploi, et d'autre part, de répondre aux besoins RH des entreprises de notre région. Donc, les ambitions du pacte, en fait, ça vise plus globalement à faciliter l'accès et le retour à l'emploi. Et en même temps, ça permet la cohésion sociale territoriale, ça concourt à limiter en fait la pauvreté et à assurer en fait la compétitivité de notre région. Et une région compétitive, ça permet de maintenir et développer les emplois. C'est pour ça que du coup, État et région mobilisent leurs forces financières pour pouvoir répondre à ces grandes ambitions. Merci. Alors, vous parlez de grandes ambitions, donc de grands objectifs. Il y a des évolutions, j'imagine, et ça touche notamment les publics. Alors, je tenais déjà à remercier en fait les participants qui sont vraiment importants dans la chaîne de fonctionnement et de déploiement de ce pacte régional d'investissement dans les compétences. Alors, c'est clair que dans cette nouvelle contractualisation, État-région, on vise en fait 80% de publics non qualifiés dans ce pacte régional d'investissement dans les compétences pour les former. Donc, les publics cibles sont les allocataires du RSA, les personnes en situation de handicap, les seniors de 55 ans et plus, les personnes de moins de 26 ans jusqu'à un bac plus de non obtenu et les demandeurs d'emploi de 26 à 54 ans sans le baccalauréat. Alors, l'objectif, il est ambitieux, mais il reste néanmoins réaliste grâce à l'action qui a été conduite dans le cadre du pacte dénommé Première Génération, où du coup l'action collective entre les orienteurs, les organismes de formation et les entreprises a permis déjà de proposer en fait du développement des compétences à peu près 75% de public cible, ce qui fait que du coup le 80%
reste un objectif atteignable et ça permet vraiment de toucher les publics qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Donc, en termes d'évolution, je dirais que ce nouveau pacte régional d'investissement dans les compétences nous permet du coup effectivement de développer une offre de formation mieux adaptée à la typologie des publics qui sont en recherche d'emploi, avec des parcours de formation modulaires qui permet en fait un apprentissage progressif. Donc ça a déjà été capitalisé dans le pacte première génération, mais dans ce deuxième pacte, dit deuxième génération, l'ambition, c'est effectivement d'aller un peu plus loin, d'amener aussi de la rénovation un peu plus poussée dans la pédagogie, parce que derrière, on sait que sur des publics voilà, qui ont été en difficulté, qui ont eu des problèmes de parcours de vie et qui n'ont pas forcément été à l'aise voilà, dans le cadre du système scolaire, ça nécessite de recréer en fait un climat de confiance et du coup d'amener d'autres modalités d'accompagnement et de formation pour permettre l'autodétermination. Donc ça, c'est un premier volet important en direction du coup des publics en recherche d'emploi. L'autre volet, en termes d'évolution et d'amélioration du fonctionnement collectif, c'est de pouvoir développer des programmes de formation qui soient davantage agiles, en bloc de compétences et qui permettent voilà, une réactivité dans l'offre de formation proposée pour répondre aux besoins en fait, des entreprises où on sait que leur marché est très volatile, qui change et que leurs besoins en fait, voilà, nécessitent une réponse en fait, réactive. Donc, je dirais que collectivement, État, région et avec les acteurs, donc orienteurs, acteurs de la formation et acteurs en lien avec la relation entreprise, le challenge collectif que l'on a, c'est pouvoir voilà, de répondre avec réactivité aux besoins RH des entreprises tout en prenant en compte les particularités de la typologie des profils des personnes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Et je dirais que pour répondre du coup à ces objectifs, le partenariat, c'est vraiment la clé de la réussite parce que du coup, le chaînage des actions des uns et des autres permet de répondre à cette réactivité et de sécuriser les parcours des publics les moins qualifiés. Je jette un petit coup d'œil du côté des questions. S'il y en a déjà, n'hésitez pas à les poser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous avez donné tous les points clés, on va dire, de la philosophie de ce nouveau pacte, toute cette nouvelle génération de pactes en mettant l'accent sur le partenariat. Donc, on vous laisse la main dans le chat pour poser des questions si vous voulez des éléments un petit peu plus précis sur les points qui ont été évoqués. N'hésitez pas. On va laisser encore une petite minute. Et puis, on va passer à la suite du questionnement. On va aller un petit peu plus dans le détail sur le volet régional. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. Je propose qu'on aille sur le volet régional. On poursuit. Très bien. On prendra les autres questions après. N'hésitez pas à compléter vos questions dans le chat. Merci. Merci. Eh bien là, par contre, je vais m'adresser à Madame Kabanchenko. Et donc, en fait, concrètement, comment la région a organisé son service public régional de formation pour répondre à ses ambitions en termes d'objectifs? Bonjour à toutes et tous. Merci Séverine pour l'introduction et dans la continuité de ce qui vient d'être évoqué, on va rentrer concrètement effectivement dans les dispositifs et les réponses qu'on a collectivement mises en place sur le territoire. Je voudrais juste dire, pour faire la liaison, c'est qu'on s'est appuyé sur le pacte précédent qui a fait l'objet de nombreuses évaluations. À la fois nationale ou régionale et aussi beaucoup d'échanges tout au fil du pacte précédent. On a eu des réunions avec les partenaires, avec les organismes de formation, entre financeurs pour suivre et évaluer et avoir un regard sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, c'est bien sûr sur l'ensemble de ces éléments qu'on a structuré collectivement et de façon partenariale notre nouveau pacte formation pour 2024-2027. Alors, dans prendre pied sur ce qui a bien fonctionné et sur ce qui a été structuré sur le territoire, je démarrerai par nos priorités 1, d'ailleurs qui ne s'affichent pas sur le diaporama, je suis désolée. À gauche, on a les priorités 1 et à droite, les priorités 2 de notre pacte. Ces priorités 1, c'est tout ce que vous connaissez autour de l'amont de la qualification. Séverine a insisté sur le public cible.
Donc, vous voyez qu'on s'adresse à des publics éloignés de l'emploi, de bas niveau de qualification ou qui n'ont pas de qualification, des bénéficiaires du RSA. Tout ce travail-là, il s'appuie sur un partenariat très fort qui a pu être élaboré dans le pacte précédent avec chacun des 8 départements. On a signé des protocoles d'accord avec chacun des départements pour outiller les travailleurs sociaux qui suivent les bénéficiaires du RSA, leur expliquer ce que c'était que la formation, comment ça fonctionnait, comment on pouvait développer l'appétence à se former, comment on pouvait découvrir les métiers, travailler à un projet, lever les freins dans les parcours d'insertion. Et donc, on a outillé ces travailleurs sociaux pour qu'ils soient eux aussi prescripteurs, orienteurs sur nos dispositifs de formation. Et c'est grâce à cet historique partenarial qu'on a pu très vite démarrer sur notre priorité 1 avec un DAC 2.0, donc le DAC, c'est le dispositif amont de la qualification, avec des plateformes DFL, mais aussi avec les écoles de la seconde chance. Tous ces dispositifs ont vocation à aller chercher les publics éloignés, à leur présenter les opportunités d'emploi des bassins, à travailler les projets de formation, les projets professionnels, à découvrir les métiers, faire de l'immersion en entreprise, à développer ses compétences, à se remettre à niveau sur les savoirs de base, développer sa pratique de la langue, que ce soit des publics qui relèvent de l'illettrisme ou que ce soit des publics migrants pour lesquels le français langue étrangère est un élément clé d'accès au marché du travail. On s'est appuyé sur toutes ces plateformes et c'est notre priorité 1. Une part très importante des moyens financiers du pacte sont consacrés à ces publics, à ces dispositifs amont de la qualification. Et je dis que c'est une part importante parce que le souhait des partenaires et de la collectivité régionale, ça a été de maintenir un maillage territorial très resserré. En moyenne, un stagiaire qui va sur une plateforme DAC, il fait 7 km. Et vous êtes nombreux à participer, à être dans les organismes de formation et sans doute à développer ces plateformes sur le territoire. Vous savez combien la difficulté de la mobilité est un frein pour venir en formation. Donc, le maillage territorial, pour nous, c'était quelque chose de très important. Et on a maintenu un dispositif de 21 plateformes, que ce soit le DAC ou le DFL, avec plus de 50 lieux de réalisation pérennes et des lieux de réalisation qui ne sont pas toujours permanents, mais en lien, merci pour la carto, mais en lien avec nos partenaires, particulièrement les conseils départementaux. On est en capacité avec les organismes de formation qui sont porteurs de ces plateformes DAC, d'aller au plus près des territoires, d'ouvrir des lieux secondaires de formation pour démarrer un parcours et petit à petit travailler la mobilité et amener les publics à se déplacer vers des lieux de formation plus pérennes et commencer à lever les freins, réfléchir au métier et se remettre à niveau sur le socle de compétences, les savoirs de base, préparer son entrée en qualification. Donc ça, c'est notre première priorité en lien étroit avec le public cible évoqué par Séverine. Et puis la seconde priorité, c'est tout ce qui va permettre de donner une qualification, une certification, un diplôme. Je prends tous les termes utilisés mais en tout cas, l'idée, c'est de mettre un coup de tampon sur les parcours, que les personnes, elles apprennent un métier, elles se certifient et qu'elles aient une reconnaissance pour attester de la montée en compétences sur un métier ciblé après avoir construit son projet professionnel. Pour qualifier les personnes, on a plusieurs façons de travailler. On a un programme régional qualifiant, on va dire, c'est le programme catalogue. C'est une offre de formation qui a été complètement restructurée en 2023 en amont et parallèlement aux travaux que nous avons conduits avec l'État sur la contractualisation du pacte. Notre ambition, c'est de se dire, notre public cible, il n'a pas de qualification ou un premier niveau de qualification ou parfois un niveau obsolète de qualification par rapport à son projet. Et c'est quoi les opportunités d'emploi dans notre grande région? Et donc, quel parcours de formation qualifiant il faut qu'on mette en place sur le territoire pour amener ces publics à rentrer sur le marché du travail dans ces secteurs d'activité? Donc, on a un programme catalogue. Ça y est, c'est parti. On a lancé en 2024 notre programme. Il est renouvelé, reconductible année après année sur ce volet socle. Et puis, on a des outils d'adaptation.
Vous connaissez peut-être le Fonds régional d'appui à la professionnalisation. C'est un dispositif qui nous permet de cofinancer. Alors, on travaille étroitement avec France Travail, hein. On vient cofinancer des parcours plus ajustés, plus adaptés en s'adossant en particulier au POI ou à FPR. Maintenant, les deux dispositifs ont été fusionnés, mais on s'adosse à ces outils d'ajustement de compétences de public qu'on a repérés en lien avec des offres concrètes d'emploi. Donc, ça, c'est un outil d'adaptation qu'on déclenche selon les projets à la demande et dans un travail partenarial avec France Travail, les prescripteurs orienteurs ou les OPCO. Et puis, on a un autre dispositif, je pense à l'abondement CPF, hein, parce que notre programme, vous avez vu, il est vraiment centré sur les premiers niveaux de qualification, mais on sait qu'il y a des secteurs emblématiques de la région, importants pour l'économie régionale, ou des secteurs en émergence pour lesquels c'est difficile de poser une offre structurée, parce que le besoin, il est diffus sur le territoire, ou il a une volumétrie faible, et donc l'abondement CPF, il vient cofinancer des parcours de formation individuels sur des niveaux supérieurs et dans des secteurs importants de l'économie régionale. Ça nous permet de venir compléter notre offre catalogue ou l'offre un peu ajustable qu'on met en place avec les partenaires. Avant d'aller plus loin sur un nouvel outil d'ajustement de réponse, comme le dit Séverine, on continue à essayer d'être le plus agile possible. Je voudrais dire que des moyens importants du pacte sont mis à disposition directement des publics parce que ce pacte, il nous permet de continuer à attribuer les aides régionales à l'entrée à la formation, l'aide forfaitaire de 200 €. Il nous permet de continuer à avoir des grilles de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle un peu plus favorables pour les stagiaires qui n'auraient pas de droit France Travail pour aller vite. Et il nous permet aussi d'avoir un accompagnement à la mobilité dans le cadre de cette rémunération plus élevé que ce que prévoit le décret. Donc, vous voyez, tous ces moyens, c'est l'amont de la qualification, grosse priorité. C'est un programme qualifiant catalogue, des outils d'adaptation et des moyens financiers pour sécuriser financièrement les parcours des publics très éloignés de l'emploi. Donc, voilà comment en région, on a structuré de façon partenariale et en nous appuyant sur l'histoire du PRIC précédent, les dispositifs de formation. On peut peut-être rentrer un peu dans le détail. On avait prévu des petites photographies sur les éléments de la priorité 2 et en parallèle de cette première présentation. Je vous relais une question en parallèle parce qu'elle est liée à ce que vous venez d'évoquer, qui est sur les critères précis d'accès par rapport à l'abondement automatisé CPF. Alors, les critères d'accès, il faut être une personne en recherche d'emploi en Bourgogne, habitant en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, tout se fait de façon automatique dans EDOF, dans mon compte formation. Donc, en fait, la personne va monter son dossier et la région a sélectionné des NSF clés. Vous voyez, notre abondement, il vient compléter l'offre de formation en région. Donc, s'il y a une offre catalogue, on ne va pas ouvrir l'abondement CPF pour illustrer comment on a travaillé. Donc, on a sélectionné un certain nombre de NSF et sur les niveaux supérieurs de formation en particulier, l'abondement se fait automatiquement. Donc, il faut un minimum de 41 heures de formation et au maximum 1000 heures de formation, ça c'est la durée des parcours. Et l'abondement, il peut prendre en charge 80% des coûts pédagogiques à hauteur de 10 000 €. Voilà. Et tout ça se calcule de façon automatique sur la plateforme. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un reste à charge, vous le voyez, mais ce reste à charge, souvent, il fait l'objet d'une demande d'aide individuelle auprès de France Travail, ce qui permet, donc ça c'est un travail partenarial que nous avons pu faire, ce qui permet à la personne d'aller chercher de la rémunération s'il a des droits auprès de France Travail. Donc, le fait d'avoir un reste à charge, ça peut paraître être un handicap, mais en fait, c'est l'opportunité d'aller chercher l'allocation de retour à la formation et donc une rémunération pour le stagiaire. Ce que je vous propose, c'est que dans l'infographie, on peut renvoyer les documents très précis sur les NSF éligibles, les grands secteurs d'activité. Donc, c'est des niveaux supérieurs et complémentaires du programme régional.
Merci, je pense que vous avez répondu très précisément à la question. Il y a une autre question et puis on va afficher le programme qualifiant 2024 avec quelques éléments au niveau des secteurs d'activité. Ça va faire le lien avec la question, la slide. C'est de savoir comment, j'imagine que je vais préciser un peu la question, comment on accède au catalogue dont vous parliez. Donc, je pense que c'est les critères d'accès en fait au programme qualifiant. Et en parallèle, il y a une deuxième question qui se rattache aussi au programme qualifiant, qui est de savoir si les SIAE, donc tout le domaine de l'insertion par l'activité économique, peuvent être prescriptrices sur les parcours qualifiants. J'en profite pour afficher une petite synthèse sur la partie qualifiante. Alors, vous avez effectivement là sur le graphique les grands secteurs d'activité à représenter dans l'offre qu'on évoquait tout à l'heure, qui est un peu catalogue. Donc, sans surprise, ce travail, il est fait en lien avec les secteurs d'activité, les OPCO, les territoires, les observatoires, la BMO. On secoue toutes ces boîtes, on fait feu de tout bois tout au long de l'année en observant ce qui se passe sur les territoires et les grandes évolutions, quels sont les besoins de nos entreprises, pardon. Et à un moment, on pose une programmation régionale avec comme ambition, effectivement, d'amener à l'emploi les publics qu'on va qualifier. Donc, on croise aussi derrière avec des niveaux de formation, pour vous dire, compte tenu de notre public cible, 66% de mémoire du programme de formation qualifiante concerne le tout premier niveau de certification CAP, BEP, mon niveau 3. Donc, on croise un peu les opportunités d'emploi, les niveaux accessibles pour les publics. Alors, comment on fait pour accéder au catalogue? Alors, il y a plusieurs peut-être façons d'interpréter cette question. Le catalogue, il est disponible sur le site d'Amphor. Tout est en ligne. Toute l'offre de formation est référencée. On a des flux informatiques. C'est super formidable. Tout est à jour. Les dates au fil de l'eau. Voilà, les prescripteurs ont leurs outils Kairos, tous les systèmes d'infos se parlent. On peut positionner des publics, positionner les publics sur les informations collectives, etc. Donc tout ça, vous pouvez mobiliser ces outils-là pour la prescription, l'entrée en formation et connaître le catalogue sur le site Amphor. Je pense qu'on pourra refaire le lien dans les éléments qu'on renverra. L'offre est fournie et puis toute cette offre, elle est déployée sur le territoire par une équipe d'animation territoriale, par les équipes de France Travail, par les équipes des services de l'État, je pense aux DETS, parce qu'on anime au quotidien un réseau d'animation territoriale à l'échelle de chacun des départements. Donc, on a un peu nos représentants de commerce qui présentent les nouveautés, qui présentent le programme, qui font le tour des équipes, Mission Locale, Cap Emploi, Pôle Emploi. On fait des alertes sourcing, des alertes recrutement. Enfin, voilà. On essaye d'être en animation parce que vous le savez, au quotidien, il y a des secteurs plus difficiles que d'autres pour mobiliser les publics. Donc, voilà nos différentes façons de communiquer et de faire accéder au programme de formation. Et puis, comment on rentre au programme qualifiant? Il faut être une personne en recherche d'emploi, inscrite ou non à France Travail, mais en tout cas, pour rentrer dans le qualifiant, il faut avoir bénéficié de ce qu'on appelle il faut avoir construit et validé son projet professionnel. D'où l'idée qui est prescription. C'est-à-dire que vous savez, un parcours de formation qualifiant, c'est coûteux. Il faut sécuriser les entrées, il faut s'assurer que le projet est bien validé, que la personne est prête à entrer en formation. Donc, la prescription, elle sert aussi à préparer le parcours, à sécuriser l'entrée en formation. Est-ce que les SIAE pourraient devenir prescriptrices? Ce n'est pas le cas pour l'instant. Ça peut faire l'objet. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment sur les territoires avec la mise en place de la loi pour le plein emploi. Tout l'accompagnement est en train de se réorganiser. Donc, c'est des questions sur lesquelles on pourrait travailler à moyen terme. Nous, ce qui est important, c'est que le projet soit validé en amont de l'entrée en formation. Voilà. Surtout l'amont de la qualification, c'est complètement ouvert. Donc, les SIAE peuvent prescrire sur les dispositifs amont, effectivement, sur le volet qualifiant. Pour l'instant, je ne vais pas dire qu'on a verrouillé, mais on sécurise l'accès parce qu'on essaye de limiter les abandons qui seraient liés à des projets pas validés ou imprécis, ou au fait que la personne n'ait pas travaillé en amont
préparer son dossier de rémunération. Tout ça, ça peut aussi se faire dans le DAC et c'est important parce que engager une personne dans un parcours un peu long qualifiant, c'est pas un long fleuve tranquille, donc on s'assure un petit peu de ça. Mais j'entends la question sur les SIAE qui peuvent, pour certaines, faire un travail autour du projet. Donc, c'est des choses à travailler localement avec votre animateur ou votre animatrice territoriale. Il y a peut-être des ponts à faire. Il y a des endroits où on a trouvé des systèmes avec France Travail pour faciliter ces passerelles et faire en sorte que quand l'orienteur, que ce soit une SIAE ou un autre partenaire sur certains territoires, on peut avoir des maisons de l'emploi qui font un travail d'accompagnement des personnes, où on a trouvé des systèmes pour fluidifier l'entrée en formation qualifiante. Donc, ça se fait pour l'instant dans ce travail d'ajustement local. Oui, on sait bien que vous accompagnez à l'accès à l'emploi et à la formation. Donc, ça, c'est des sujets encore ouverts pour nous. Merci, vous avez rebondi sur les questions, ça nous a permis de faire le tour du programme qualifiant avec un peu plus de précision. Peut-être maintenant se poser la question de savoir s'il y a des nouveautés majeures par rapport à ce qui est prévu, ce qui est prévisible sur un petit peu dans une dynamique d'évolution. Alors, la nouveauté majeure que je voulais vous présenter, c'est une nouvelle façon de répondre aux besoins dans le domaine de la production industrielle. Séverine a souligné l'importance du pacte. Il a 2 pieds, ce pacte. On va chercher les publics les plus éloignés, on veut développer leurs compétences, mais bien sûr, l'enjeu collectivement, c'est aussi de répondre aux besoins des entreprises, de l'économie locale, pour que la région continue à se développer, pour répondre à un certain nombre de défis. Et dans les défis, il y a la question de la réindustrialisation, qui est un sujet important en France, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté, qui est une terre industrielle. Et dans le pacte précédent, on avait un programme de formation assez large sur le domaine de l'industrie. Et on a pu observer un certain nombre de difficultés. Les difficultés, c'est la difficulté de sourcing, de mobiliser des publics pour certains métiers de l'industrie, en particulier sur les premiers niveaux de qualification sur la production industrielle. C'est des difficultés malheureusement de mise en stage, de lien avec les entreprises, de mobilisation de certaines entreprises industrielles sur les territoires. Et donc au final, on saturait pas du tout le dispositif, il y a des actions qui n'ouvraient pas, on avait des difficultés à mettre les stagiaires en immersion en entreprise et finalement, ils correspondaient jamais tout à fait bien aux besoins très précis de l'entreprise et comme le disait Séverine, des besoins qui évoluent fréquemment, de façon rapide, en particulier sur la production industrielle. Donc, au regard de ce constat, on a trié dans les besoins autour de l'industrie, on a des métiers emblématiques sur lesquels on a gardé une offre traditionnelle. Je pense aux usineurs, aux soudeurs, aux chaudronniers. Donc là, on a de l'offre catalogue. Et puis, on a complètement supprimé de notre programme le tout premier niveau de qualification sur la production industrielle, conducteur de ligne, agent de fabrication, opérateur, etc., où on avait d'énormes difficultés. Et on s'est dit, on va travailler autrement en mobilisant dès le démarrage de la formation, dès le travail sur les contenus, dès le travail sur le calendrier de formation pour prévoir les périodes de stage avec l'employeur ou avec les employeurs. Donc, on a passé un marché un petit peu différent. On a acheté une capacité à faire auprès de 8 plateformes de formation qui sont portées par des groupements d'organismes de formation dans le domaine industriel. Et on s'est dit, on n'achète rien en catalogue. On se dit juste que dès qu'une entreprise a un besoin précis, ou un ensemble d'entreprises, on peut faire du multi-entreprise dans ce marché, eh bien, on va capter ce besoin et tout de suite mettre autour de la table les autres financeurs. Je pense à France Travail, on analyse le besoin, on mobilise nos plateformes de formation, l'entreprise, et on construit avec la plateforme de formation un programme complètement adapté aux besoins avec en référence des postes très précis. Donc ça, c'est une petite nouveauté, enfin, c'est pas une petite nouveauté, c'est une nouveauté importante du programme. Ça demande beaucoup d'agilité aux organismes de formation parce qu'on leur a demandé d'être en capacité de répondre dans les 5 à 8 semaines et dès lors qu'on a identifié le besoin. Donc ça demande une grande agilité, une capacité d'écoute et de négociation et d'une ingénierie pédagogique importante.
parce que derrière, on va mobiliser l'entreprise pour aussi mettre en place l'action de formation. L'entreprise, elle va venir sourcer avec l'organisme de formation, communiquer sur ses métiers, prendre les gens en stage dans le cadre des parcours. Et derrière, l'idée, c'est une insertion directe chez l'employeur qui a été identifié. Donc, si on peut passer le diaporama, je passe vite la diapo d'après parce que je crois que j'en ai déjà parlé. C'est une nouvelle donne, c'est le contexte, pourquoi ce marché. Et vous voyez, dans les 6 à 8 semaines, on s'est monté le programme, pas plus de 500 heures. Si on a besoin, on peut mettre un petit bout de fleu pour poursuivre l'apprentissage de la langue si ça justifie au regard du sourcing. Et puis, on a sécurisé l'organisme de formation en procédant à un achat en offre groupe. Contrairement à nos achats catalogues qui se font en heures stagiaires. Voilà, donc on a un petit process, c'est une petite fusée qui se lance sur le diaporama suivant. Voilà, on identifie le besoin, peu importe d'où vienne la sollicitation. On se met autour de la table, on analyse les postes, les besoins de formation et l'organisme produit le parcours adapté. Ensuite, tout ça va dans les systèmes d'infos habituels. L'offre, elle est visible sur le site d'Amphor, dans Kéros, on positionne les stagiaires, on rentre tout ça dans la machine habituelle, mais on a une réponse complètement adaptée et ajustée. Donc, tout ça pour dire que on poursuit dans ce PRIC, même, comme l'a dit Séverine, ce PRIC, il est recentré par rapport aux ambitions du PRIC précédent, mais ça n'empêche que collectivement, on cherche à rester le plus agile possible. Donc, ça demande beaucoup d'adaptation aux appareils de formation, aux formateurs, sur la disponibilité des plateaux techniques, sur l'ingénierie pédagogique. Mais on poursuit, on trouve que c'est intéressant de continuer à travailler comme ça pour être au plus près des besoins. Alors, oui, ça, c'est un peu pour Séverine, enfin, toutes les deux, mais voilà, on suit ça de près, Séverine. Oui, donc la déclinaison du pacte, on voit qu'elle est à la croisée de plusieurs enjeux, qu'elle mobilise différents partenaires. Et en termes de lisibilité, il y a effectivement pour le suivi en fait des objectifs, une comitologie en fait qui est installée de manière très régulière, à la fois au niveau régional et puis territorial. À l'échelle territoriale, l'importance de rappeler la mise en place en fait des réunions d'animation territoriale qui est un lieu en fait stratégique pour définir en fait les besoins en compétences dans un souci en fait de compatibilité entre les typologies de public actuellement en recherche d'emploi et le besoin en fait des entreprises qui évoluent très très vite et qui nécessitent d'être caractérisées finement pour apporter en fait une offre de formation quasiment sur mesure et où la mobilisation et l'application des organismes de formation et des orienteurs en fait est essentielle. Alors je crois que ce qui est important en lisibilité, c'est que chacun des partenaires impliqués puisse aussi connaître l'état d'avancement par rapport à l'atteinte des objectifs. Donc, pour cela, en fait, on a des tableaux de bord, infographies qui sont en train d'être affinés et qui pourront être communiqués, ce qui permet de voir, en fait, quelles sont les tendances et du coup, quels sont, en fait, les points de risque et où est-ce que collectivement, on doit, en fait, réajuster notre intervention et notre action. Donc, voilà globalement sur le point de suivi et de pilotage, en fait, du pacte PRIC. Ce que je dirais avant de donner lisibilité sur les annexes, peut-être rappeler les 6 points clés de ce pacte régional d'investissement dans les compétences qui est contractualisé entre l'État et la région et qui s'inscrit dans les ambitions de la loi pour le plein emploi. C'est de dire que des moyens inédits sont mobilisés, 1,5 milliard d'euros sur 4 ans, 14 000 places de formation disponibles par an, des initiatives et des fonds mobilisés en direction des publics pour sécuriser leur parcours et pour permettre une offre de formation déployée en proximité des lieux de vie des publics et de la localisation des entreprises. Une force de partenariat de par son agilité. Et quand je dis partenariat, c'est à la fois les orienteurs, les prescripteurs, les acteurs de l'accompagnement, les organismes de formation et les teams entreprises qui vont au-devant des entreprises pour accompagner et sécuriser les recrutements. Une relation à l'entreprise qui est rénovée et qui doit être davantage agile. Et quand je dis une relation à l'entreprise qui est rénovée,
C'est-à-dire que là aussi, on a des sujets à faire évoluer avec les entreprises, notamment dans le cadre voilà, de leurs pratiques managériales pour sécuriser l'intégration en entreprise des publics qui sont aujourd'hui disponibles. Et lors de la signature du pacte PRIC au sein d'Adex Pharma, ce sujet a vraiment été pointé et du coup, derrière, ça pose des questions en termes d'évolution de l'organisation du travail, des sujets de médiation, par exemple, au sein d'un atelier, de comment on accompagne l'intergénérationnel au sein d'une équipe, etc. Et l'importance aussi, dans le cadre de ce PRIC, du renforcement de l'articulation des politiques publiques d'orientation, d'insertion, de formation, d'emploi et de développement économique. Donc, je dirais en conclusion que ce pacte régional d'investissement dans les compétences, il est à la croisée des enjeux de cohésion sociale territoriale et de développement économique. Et je dirais que l'intervention collective des partenaires, elle est essentielle, elle est importante parce qu'elle permet en fait d'influer sur différents facteurs et que l'action collective permet de concourir à prévenir et à lutter contre la pauvreté, à maintenir, à développer les emplois, à soutenir les entreprises dans le cadre de leur développement, parce qu'on sait que forcément, les emplois proposés par les entreprises sont une chance en fait d'accès à l'emploi pour les personnes en fait qui en recherchent. Et du coup, ça permet collectivement pour notre région de développer des initiatives qui concourent à sa compétitivité, au maintien et au développement d'emplois de qualité et d'attractivité de notre région. Et pour cela, je vous remercie pour votre action au quotidien, car le contexte en fait est évolutif et nécessite davantage d'agilité et ça nécessite forcément de réinterroger nos pratiques en fait d'accompagnement, mais aussi d'organisation et de développement de l'offre de formation en région. Merci pour cette synthèse sur les objectifs parce que ça permet de redonner du sens à tout ce qui a été évoqué. On avait quelques éléments complémentaires peut-être sur le volet financier qu'on peut aborder pour faire un rappel un petit peu sur les logiques d'évolution. Il y a peut-être une question parce que vous l'avez abordé à plusieurs reprises dans la présentation. C'est simplement pour que ce soit clair pour tout le monde, le côté PRIC, pacte. En fait, on est sur beaucoup d'abréviations différentes. Peut-être refaire une synthèse sur le vocabulaire en lien avec la question du financement. Et puis après, on a quelques informations pratiques, notamment sur la question du partenariat, de l'animation que vous avez évoquée, qui est très, très forte. Redonner aussi quelques interlocuteurs sur le côté régional pour faire le lien dans les logiques d'animation. On vous réaffichera ça tout de suite après. Je vous partage peut-être la partie sur le financement. Je laisse la main pour commenter et puis peut-être en parallèle resituer pacte et PRIC pour qu'on n'ait pas de confusion. Alors, PIC, vas-y Séverine. Oui, alors du coup, des usages. PRIC. Alors, le pacte, parce que c'est un plan pluriannuel, et PRIC, pacte régional d'investissement dans les compétences. Donc, c'est la même chose, pacte PRIC. Soit voilà, des interlocuteurs entendront parler de pacte ou de PRIC, c'est la même chose. C'est un plan pluriannuel de développement des compétences. Donc après, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail financier, mais globalement, voilà, sur l'ensemble des 4 ans, voilà, vous voyez en fait la part en fait de fonds mobilisés par l'État et la collectivité régionale et le total activé du coup par an. Et voilà, sur l'ensemble de la période des 4 ans, on est à peu près à 1,5 milliard d'euros de fonds mobilisés à la fois voilà, de manière collective par l'État et la région et qui est vraiment un engagement significatif pour maintenir et développer des emplois de qualité, apporter des réponses adaptées au public en recherche d'emploi et accompagner les entreprises dans les recrutements. Voilà, alors dans les annexes, on vous a aussi donné à voir, rappelé, on a parlé des aides forfaitaires, des aides régionales, donc qui sont aussi financées dans le cadre du pacte. Donc, on vous a redonné les définitions, à quoi ça correspondait précisément. Le budget que Séverine vient de vous présenter avec des moyens importants, voilà. Alors, c'est jamais assez, diront certains, mais en tout cas, c'est quand même des sommes très importantes aujourd'hui. Un élément sur l'infographie du pacte qui fait le lien avec les grandes ambitions, les objectifs, et vous verrez les volumes d'entrée, les publics cibles, voilà, ça,
ce truc-là. C'est plus facile quand vous l'imprimez, vous verrez. Donc, on suit spécifiquement notre cible, temps d'entrée. Alors là, au premier semestre, on a fait la moitié des entrées. On a un gros challenge en septembre-octobre, mais vous travaillez beaucoup en organisme de formation. On a un peu de saisonnalité sur le programme. Donc là, on est beaucoup sur le terrain. Les prescripteurs orienteurs se mobilisent pour emmener des publics vers les offres de formation en partie qualifiantes. Puis vous voyez, on a déjà un chiffre en rouge. Là, on regarde un peu public par public, comment se font les entrées. On est, par exemple, les seniors, on a moins 12 points, c'est par rapport à leur part dans la demande d'emploi, ils sont beaucoup moins présents sur les entrées en formation. Alors, c'est pas facile d'emmener des personnes de plus de 55 ans en formation, de développer les compétences, quel type de projet, quel parcours, quelle modalité pédagogique. Mais en tout cas, on sait déjà qu'avec les partenaires, on aura ce sujet à analyser, empoigner et peut-être à mettre un plan d'action en place pour atteindre un peu mieux cette cible-là. Donc, voilà comment on fonctionne tous les mois avec les partenaires et à différentes échelles territoriales. Et puis, en fin de document, vous avez des contacts territoriaux pour le côté région avec les animateurs territoriaux que vous pouvez contacter si vous voulez plus d'infos sur le programme qui vous concerne, sur les modalités d'action de la région. Enfin, ils sont à votre écoute. S'il y a des besoins à repérer sur votre territoire, vous pouvez les solliciter. Et quand vous sollicitez un animateur de la région, en fait, c'est tout le réseau que vous mobilisez parce que on a un vrai partenariat, et ça, je voudrais revenir là-dessus, pour avoir fait avant l'été un tour d'horizon dans les autres régions avec les autres partenaires. La région Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas, est souvent citée en exemple sur le travail partenarial interinstitutionnel. On est une petite région, on se parle, chacun a ses enjeux, ses ambitions, ses politiques, mais en tout cas, il y a un vrai point commun d'aller chercher des réponses pratico-pratiques au bénéfice des publics. Et ça, c'est souvent souligné par les autres régions, ce partenariat fort, au-delà des postures politiques qui nous embarquent tous dans nos institutions. Il y a le souhait d'avancer concrètement. Et puis un petit chiffre, Séverine, on a remouliné nos petits chiffres là parce que c'est tout un challenge de suivre les publics, de les repérer, de les catégoriser. On est à 82% d'entrée sur le public cible. Donc, on est plutôt satisfait de ce chiffre avec des petits points d'alerte sur les seniors. Et puis après, on commence à regarder territoire par territoire pour affiner, puis donner à voir aux acteurs sur les territoires sur quoi il faut porter l'effort, en partie en lien avec la prescription, l'animation. Et comme Séverine, je vous remercie à la fois de votre présence, mais aussi de votre application au quotidien, pour rédiger des cahiers des charges auxquels vous répondez en tant qu'organisme de formation pour ceux qui font partie d'un organisme de formation. On vous en demande beaucoup sur l'individualisation, la prise en compte des difficultés des publics, la levée des freins. Je sais que beaucoup s'interrogent sur ce métier qui évolue, le métier de formateur, parce que vous rencontrez des personnes, c'est pas un frein à lever, c'est souvent des problématiques multiples pour les publics, et c'est vraiment le cumul des difficultés qui nous met tous collectivement en difficulté et qui nécessite d'autant plus d'être maillés, de se parler sur les territoires. C'est aussi une des ambitions de la loi pour le plein emploi, de trouver une échelle géographique pour que les outils pour accompagner les publics soient vraiment bien mobilisés au bénéfice de l'accès à l'emploi durable. Voilà, je ne sais pas si on est bavarde, Séverine, s'il y a des questions. Oui, merci Élise. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, et puis peut-être en message, vraiment ce qui est important en fait dans le cadre de notre mobilisation collective au service du coup de l'emploi, de la compétitivité des territoires, donc de notre région, des lieux de vie en fait des personnes. C'est effectivement aussi la mobilisation partenariale de proximité. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la loi pour le plein emploi, il y a des comitologies qui vont se mettre en place et qui ont vocation à élargir aussi les partenariats au CAF, à d'autres collectivités. Et je dirais que l'enjeu en fait de cette comitologie, c'est de pouvoir apporter d'autres formes de réponses
en termes de mobilité, de résolution des freins à l'emploi. Et c'est important aussi, voilà, qu'il puisse y avoir des échanges réguliers, acteurs de la formation, acteurs du service public, en fait, dans les territoires, parce que du coup, c'est en confrontant les visions, les problématiques, que ça permet de se réinterroger sur les offres de services et de les faire évoluer, voilà, au service des personnes qui sont en recherche d'emploi dans nos territoires, et pour mieux sécuriser les parcours d'accès à l'emploi en coopération pleine et entière avec les entreprises. Merci beaucoup pour ces éclairages. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur les priorités, les évolutions et puis presque même déjà aussi des dynamiques de travail pour la suite, hein. Quand vous avez évoqué la question des seniors, qui est évoquée aussi au niveau national, c'est aussi des questions peut-être sur la suite dans les logiques d'accompagnement. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Il nous reste, on va dire, 5 petites minutes avant qu'on fasse la conclusion. Donc, je fais un appel à nos inscrits. Si vous avez une petite question, c'est maintenant. On vous laisse voilà, un petit temps de réaction, sachant que dans l'infographie de synthèse, on reprendra les points clés et puis on vous mettra à disposition des liens vers des ressources, hein, vers tous les points qu'on a évoqués, notamment sur des choses très précises pour revenir sur les critères par rapport au CPF, peut-être des éléments aussi autour du FRAP qui est parfois peu connu, d'autant plus que la préparation opérationnelle à l'emploi individuel a évolué cette année au niveau de la réglementation. Alors, on a une question au-delà de notre présence sur, on va dire, le système d'information. Là, l'organisme parle de Kéros. Y a-t-il d'autres moyens de faire remonter, j'imagine, des éléments, si vous pouvez être un peu plus précis, d'autres moyens de se manifester, c'est-à-dire de faire connaître votre offre de formation, j'imagine. Donc déjà, l'offre de formation est sur la plateforme Amphore, de toute façon, Oui, hein, mais il faut alors que vous la rentriez. on vous invite, hein, que vous soyez titulaire ou pas d'un marché de formation, vous pouvez effectivement afficher votre offre sur Amphore, valoriser votre offre de formation sur Amphore. Donc ça, on remettra les liens. Se manifester, ça veut dire peut-être aussi faire des propositions, être force de proposition. Donc là, vous avez l'équipe d'animation territoriale qui est à votre disposition. Sinon, vous le savez, on fonctionne via des marchés publics, hein, dans le domaine de la formation. Donc, se manifester, c'est veiller aux publications, aux appels d'offres et répondre aux appels d'offres des différents financeurs. Et puis, peut-être, ça me permet d'évoquer un petit point d'actualité. Quand on renouvelle des dispositifs, on fait appel à vos réseaux. Donc, par exemple, c'est en cours en ce moment. On a parlé du DAC 2.0. Les plateformes, elles vont fonctionner jusqu'à fin 2025. Donc là, on a démarré tout un chantier d'analyse des parcours, de bilan avec les prescripteurs orienteurs, de bilan avec les porteurs de DAC actuels. Et on a sollicité l'ensemble des têtes de réseau, organismes privés et publics, pour faire des contributions sur le futur DAC. Et on a commencé à échanger. Je pense on a une commission régionale emploi, formation, orientation professionnelle, un CREFOP, qui est quadripartite. C'est tous des sujets qu'on évoque et qu'on va évoquer dans les mois à venir. Voilà, comment on repositionne les contenus de ce DAC au regard du contexte économique, du contexte des publics, de l'histoire, des bilans qu'on peut en tirer. Donc, vous manifester, c'est aussi participer à ces temps d'échange, échange de pratiques sur le DAC, remontée d'informations via vos animateurs territoriaux. Merci. D'ailleurs, la personne évoque directement justement la comitologie et le fait d'être associé à des échanges de pratiques. Donc, on est complètement dans cette logique d'analyse et d'évaluation avant les évolutions. Donc, vous aurez l'infographie pour la synthèse. En tout cas, on vous remercie pour la richesse des éléments qui permettent d'avoir vraiment une vision d'ensemble de ce pacte et de ses priorités. Oui, effectivement, un grand merci à nos invités pour cette présentation sur le pacte, hein, en Bourgogne-Franche-Comté et la précision des éclairages. Donc, merci à vous, Madame Mercier et Madame Kabanchenko, d'avoir donné un peu de temps par rapport à vos agendas, donc pour évoquer le sujet avec précision. Merci à vous.
On rappelle que donc du coup vous allez recevoir une infographie, vous pouvez accéder au replay. Juste en sortant de ce temps d'échange, vous allez avoir accès à une toute petite enquête en ligne qui vous demande 1 minute, 2 minutes maximum. Merci de la compléter, c'est dans une logique d'amélioration continue et vous pouvez nous proposer des thèmes qui vous intéressent pour la suite des temps forts. Donc on tient vraiment compte de vos retours dans le comité éditorial. Donc n'hésitez pas à proposer des thématiques qui peuvent peut-être d'ailleurs être connectés à des choses qui ont été évoquées ce matin pour aller peut-être creuser un peu plus dans le détail. Tout à fait, Alexa. Et puis, mais justement, donc les temps forts continuent et le prochain épisode sera consacré aux quartiers prioritaires de la ville et les initiatives en matière d'accompagnement et de formation. Car on essaye de mettre en avant justement et surtout de porter à connaissance de tout, enfin, de l'ensemble des acteurs, ce qui se passe justement dans ces quartiers prioritaires de la ville et donc en matière de formation. Donc, on vous dit à très bientôt et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Merci à tous. Au Très belle revoir. journée. Au revoir. Merci à tous, à bientôt sur les prochains temps forts.